Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une invitée dont le quotidien ressemble à ce que beaucoup rêvent en scrollant sur Instagram. Elle s'appelle Diane. Elle vit avec Gary, son camping-car, en famille, et elle a choisi une autre façon d'éduquer ses enfants. On va parler de vie en mouvement, d'école à la maison, les hauts, les bas, comment elle gère tout ça. Elle va nous transmettre un vrai changement de rythme, de priorité, de regard sur ce qu'on transmet aussi à nos enfants. Et on va parler de ce que j'avais envie de comprendre avec elle, c'est-à-dire comment on passe d'un mode de vie classique à un mode de vie nomade, comment on s'organise concrètement quand on bosse, quand on a des enfants et qu'on veut continuer à apprendre, à vivre et à se sentir libre. Bonjour Diane. Bonjour Erika. Super intro, merci beaucoup. Je vois que tu as fait un beau panel de tout ce qui était possible à aborder dans la vie nomade et c'est chouette. J'ai bien aimé le côté pas Instagrammable parce que ouais, moi Instagram m'énerve un peu quand je vois ce qu'on présente des fois. Donc merci déjà de me recevoir, c'est super sympa d'avoir pensé à moi. Bah, c'était une évidence, hein, j'adore ton compte, enfin voilà, c'est quelque chose qui me parle, donc j'avais envie de creuser un peu tout ça et de voir, comme tu dis, hein, ce qu'on voit et ce qui est moins montré aussi. Ouais, Parce carrément. que je pense que beaucoup de personnes se posent des questions sur ouais, j'adorerais, mais concrètement, comment ça se passe, etc. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter avec tes mots, me dire d'où Ouais. tu viens, comment tu as pris cette décision, ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi, je suis nomade à temps plein sur la route H24 depuis 2020, non 2019 maintenant, ça va faire 6 ans. Et avant ça, on avait déjà un camping-car et pendant 3 ans, on faisait du semi-nomade. 3 mois, 4 mois en voyage, un peu à la maison pour bosser. 3 mois, 4 mois en voyage, etc., etc. Avant ça, j'avais fait un tour du monde. Et avant ça, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé. Donc j'ai toujours été en mouvement, moi. Voilà, j'ai vécu, d'origine, je suis de Champagne, mais j'ai vécu près de Bordeaux, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu dans les Antilles, j'ai vécu à La Réunion, j'ai vécu à Rennes. Je m'ennuie très vite au même endroit. Donc en général, le plus longtemps que je suis restée au même endroit, c'était 7 ans, quand j'habitais Bordeaux. Et bon, ces 7 ans, on a fait un tour du monde et on partait tous les 4 matins en voyage. Donc sur place, je crois que j'avais comptabilisé, on est resté peut-être 4 ans cumulés, quoi. Et encore même pas. Donc, moi, il y a eu un côté vraiment, l'après-tour du monde a été très très dur. On parle souvent du départ, tout organisé, tout ça. Moi, ça a été hyper facile. J'ai déjà fait des posts là-dessus parce que voilà, moi, je suis hyper bien organisée et tout. C'était clair dans ma tête, aucune prise de tête, pas de peur. Mais le retour, une claque, mais monumentale. Comment on revient à une vie normale après avoir vécu tout ça? Moi, c'était limite déprime, un burn-out, aucune envie de reprendre un boulot. Moi, en plus, je travaillais à la maison parce que je m'occupais de mes enfants qui étaient déjà non scolarisés. Les miens, ils ont aujourd'hui 17 et 15 ans et ils n'ont jamais été à l'école. Ce qui a grandement aussi facilité notre choix de vie. Parce que forcément, il y a déjà ce caractère-là qui était enlevé. Mais l'après-tour du monde, très dur. Donc, on est revenu en 2014 et on a acheté Gary en 2016. Donc, pour dire, pendant 2 ans, moi, c'était vraiment, ouais, fallait qu'on rebouge. Donc, on a acheté Gary, donc le camping-car, et on partait régulièrement, comme ça. Et moi, rapidement, j'ai eu envie de tout plaquer, tout vendre et tracer la route. Mais mes enfants n'étaient pas prêts, entre autres mon fils. Lui, il était très inquiet à l'idée de laisser sa mamie sur place. Moi, elle habitait pas dans le coin, mais on la voyait assez régulièrement. De laisser sa maison, parce que pour lui, c'était sa maison. Donc, de laisser tout. Voilà, il y avait vraiment un côté déchirement. Donc, on a attendu qu'ils soient prêts, qu'ils acceptent, en tout cas nos enfants, parce que pour moi, c'était hors de question de les arracher, de leur faire vivre un truc qu'ils voulaient pas. Donc, on a mis 3 ans en fait à ce que petit à petit ils se détachent du quotidien, des copains. On les a rassurés vachement sur ce qui allait se passer derrière en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils avaient envie qu'on rentre, on rentrait. Et je leur ai dit, même si on part sur la route tout le temps, on verra encore les copains, les copines. Les activités, ce serait un peu plus dur. Mais voilà, ce serait pas. On décide sans eux. Ça, c'est un truc auquel je dis très souvent aux familles qui viennent me voir. Impliquez vos enfants à 100% dans votre projet familial. C'est un projet de vie, c'est une philosophie de vie, la vie nomade. Et même tout petit, les enfants, ils ont besoin d'être acteurs. Comme tu dis, c'est un projet familial. Ah oui, voilà, c'est vraiment. Puis c'est une philosophie de vie parce que surtout si on a une grande maison, qu'après bon, on vit dans un espace réduit, chacun a besoin de sa place, de leurs affaires. Moi, je sais que mes enfants, ils avaient énormément plus d'affaires que moi parce que bah, ils en avaient plus besoin que moi. Mais ils avaient moins de fringues parce que leurs fringues prenaient moins de place. Donc voilà, c'était. on- Donc, il y a eu tout un cheminement vraiment derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un accompagnement pour ça, parce que c'est pas sorti d'un chapeau magique. Tiens, demain, je deviens nomade.
J'avais déjà fait des longs voyages en camping-car. Le tour du monde était en camping-car, donc on avait vécu quand même plusieurs mois dans différents pays avec un camping-car. Donc on savait ce que c'était que la vie un peu à la route, quoi. Parce que 15 jours l'été, c'est sympa, c'est fun. Quand ça commence à être un mois, qu'il pleut, qu'il fait froid, que le cadre n'est pas forcément top, ça peut vite coincer. Donc moi, il y avait toute cette démarche, je savais exactement, moi exactement, non, parce qu'il y a quand même eu voilà, des surprises forcément, mais je savais où je foutais les pieds. Et ça, c'était hyper important de ne pas se dire, ouais, on part comme ça à l'arrache et puis on improvisera. Et pourtant, moi, je suis hyper improvisatrice aussi, j'adore découvrir plein de choses et tout, mais j'ai le mental aussi qui va avec. Il y a ça. On parle beaucoup de mindset. Et je pense que voilà, c'est comme être entrepreneur, être freelance, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et la vie nomade n'est pas pour tout le monde. Et c'est ce que je reproche beaucoup à ceux qui montrent que le côté beau, sympa. Ouais, des fois, c'est pas cool. C'est un peu rock'n'roll, on peut se prendre la tête, voilà. Moi, j'ai divorcé pas à cause du nomadisme, mais il y a ça aussi, c'est qu'après, les couples, ben, ils sont mis aussi à rude épreuve. La vie est tellement chamboulée, tellement autre que c'est un challenge limite quotidien, quoi. Et ça, Mais oui, clairement, il y a des inconvénients et des avantages, mais comme dans toute situation. Donc après, à nous de prendre ce qui, en fonction de nos choix, de nos envies, de notre personnalité, correspond le mieux. voilà, c'est comme vivre en ville, vivre à la campagne, habiter à tel endroit, faire tel travail. C'est vraiment un choix de vie, mais un choix de vie à prendre en conscience et avec toutes les parties prenantes qui vont faire ce choix de vie. Même les animaux, par exemple. C'est aussi un truc aussi très con, mais on n'emmène pas n'importe quel animal non plus en voyage. Moi, j'ai un chat, mais elle n'a connu que ça. Donc, Oui, j'ai vu que tu avais une petite trappe avec un petit escalier juste pour les chats. Je trouve ça trop bien. Qu'est-ce qui te pesait ou qui te plaisait le moins dans une vie plus classique, on va dire? ma vie sédentaire, ouais, moi, en fait, je m'ennuyais très vite. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup déménagé dans des endroits assez différents. Et en fait, je crois que c'est aussi vraiment un état d'esprit. Ouais, moi, j'aime bien être en mouvement, j'aime bien découvrir des nouveaux trucs, le côté quotidien, les mêmes activités, les mêmes gens, les mêmes trucs, ça me saoule très très vite en fait. Et pourtant, j'avais une vie rêvée, hein, parce que moi, je bossais à domicile. Mathias, qui est mon ex-mari, avec qui on s'entend très bien, lui, il travaillait juste à côté, il était directeur de magasin d'optique. Il rentrait le midi. C'était vraiment très très cool. Mes enfants, ouais, ils avaient plein de copains copines. Moi, j'étais trésorière d'une asso d'instruction famille, Homeschooler, qui est la plus grande de France, pas officielle, parce qu'il y a l'EDA, il y en a des très très grandes, mais là c'était vraiment une grosse asso, on était 140 familles, donc ça commençait à faire, donc on voyait du monde tout le temps si on avait envie, mais le côté ronronnement, quoi, en fait on tourne en rond, et puis en fait il y avait ce côté ouais, envie de découvrir et jamais envie de revenir, quoi. C'est-à-dire que ouais, moi j'aime bien tout le temps découvrir, et puis voilà, donc il y avait vraiment ce côté ennui, quoi, puis enfermement. Alors qu'en plus, j'avais une grande maison, on avait fait des travaux dedans, donc j'avais tout le temps des projets, tout le temps, mais faut croire que ça suffisait pas, quoi. Parce que même quand on faisait moitié voyage, moitié maison, au bout d'un moment, ouais, j'en ai eu marre de devoir revenir, quoi. Hein. Et il y a peut-être aussi, malheureusement, c'est à force de voyager, on se rend compte que la France, on n'a pas des bons côtés. Et plus tu voyages, plus ça m'énervait un peu de me dire putain, je rentre et là, ça va être moins bien que ce que j'ai pu découvrir. Dans plein de domaines, les Français sont très fiers de leur pays, à juste titre, mais pour plein de domaines, on est très mauvais. Il y a tellement de choses intéressantes ailleurs, et ça c'était un peu plus perturbant au quotidien de voir ce que la France devenait ou comment ça se passait, alors que dans d'autres pays, je me sentais plus à ma place, en fait. Moi, j'adore, par exemple, les pays anglo-saxons. Et je me dis, si je devais un jour devenir sédentaire, ce serait dans un pays anglo-saxon, comme le Pays de Galles, par exemple. C'est vrai que les amis ou les connaissances que j'ai qui sont expatriés, quand ils reviennent en France, ils disent c'est plombant. C'est plombant. Ouais, voilà. C'est vraiment le sentiment qu'ils ont. On se sent sous une chape de plomb, quoi, en France. Ouais, voilà. Et il y a un manque peut-être d'ouverture. Et pourtant, moi, je connais quand même aussi plein de gens très différents et tout. Mais je pense qu'il y a la culture française qui est très belle aussi. Et puis en plus, moi, j'ai vu aussi le déclin de la France à l'international. Et ça aussi, ça fait un peu mal à l'ego parce qu'on est français, on est fiers de ça. Et après, on est de moins en moins aimé. Donc, il y avait aussi tout ce paradoxe-là. Des fois, je disais que j'étais belge ou suisse, tu vois. J'avais même pas envie d'être française. Donc, Ouais, t'es citoyenne du monde. ouais, voilà. Enfin, je me sens un peu plus comme ça, ouais. Vadrouilleuse. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur final là pour vraiment quitter Ça a été progressif ou il y a eu un... Il y a eu un événement particulier, je m'en souviendrai. C'était en avril 2018. On était au Pays de Galles
Et Gary est tombé en panne. On a eu le moteur d'aide, le couloir de distribution qui est mort. Donc, garage. Donc, on était immobilisé pendant 10 jours. On a pris un Airbnb parce qu'on ne pouvait pas être dans Gary. Et on était à, non, c'est pas Swansea, c'était à une petite ville au nord, super sympa. Et il y avait un festival pirate et tout, donc en plus hyper animé. Et voilà. Et du coup, là, avec Mathias, on a vachement discuté et tout. Et c'est là où moi, j'ai vraiment décidé de devenir nomade à plein plan. En fait, on avait vachement de temps pour discuter, on était à l'arrêt forcé, et ça nous a donné vachement de discussions, en fait. Et moi, j'ai pris vraiment ma décision là, à ce moment, officielle, de dire voilà. Et après, ça a été à ce que mes enfants acceptent. Mais il y a vraiment eu une prise de conscience en me disant voilà, j'étais à l'arrêt, c'était sympa et tout. Je retrouvais un peu de confort parce qu'on était dans un beau Airbnb, on avait de la place et tout. Mais j'avais qu'une envie, c'était quand même repartir, quoi. Donc il y avait ce côté-là, ouais, malgré le confort, malgré tout l'intérêt d'être sédentaire. Et puis en plus, il y avait un côté, on se sentait aussi capable de tout vendre, aussi de ne plus avoir de point fixe. Parce que ça aussi, il y a un regard déjà extérieur qui peut être perturbant. Tout le monde n'était pas non plus... voilà, Mathias n'était pas forcément toujours à l'aise avec cette idée-là. Donc il y a eu un cheminement aussi intérieur de se dire, on se dépouille de tout. Parce que quand on est nomade, c'est ça. Nous, on a vendu notre maison. Donc on avait vraiment plus d'attache, plus rien. On savait très bien aussi qu'il fallait qu'on vende toutes nos affaires. Moi, j'ai une maison, elle faisait 180 mètres carrés. On avait un sous-sol, on avait un garage, et tout était rempli à la tronche, quoi. Donc on avait énormément de... Voilà, il y avait vraiment eu une déconstruction et une dématérialisation de tout. Mais ça s'est vraiment fait à force de voyager, à force de vivre en minimaliste. Parce que voilà, on partait en voyage, bon, là, on remplissait et tout, et finalement on se dit, mais on s'est pas servi de ça, on s'est pas servi de ça. Et quand on revenait, il y avait plein de trucs qui nous paraissaient inutiles. Donc c'est progressif, vraiment une progression. J'imagine que ouais, ça a été tout un processus de déconstruction, pas seulement pour toi, mais aussi pour les enfants. Ouais, le côté maison, le côté affaires, c'était ça. Parce qu'en fait, leur quotidien était comme déjà très particulier parce qu'ils n'avaient pas déjà l'école, le rythme scolaire, tout ça, ils ne l'avaient jamais connu. Donc déjà, ils avaient quand même cette chance-là de ne pas avoir ce regard qu'on pouvait leur remettre dessus. Parce que c'est vrai qu'en instruction en famille, il y a quand même tellement de variétés de façons de faire et de profils que voilà, pour eux, c'était pas un problème qu'on soit nomade pour ces gens-là. Donc déjà, mes enfants, ils n'avaient pas ce problème-là. Mais c'était vraiment plus le fait de... On n'allait plus avoir deux maisons avec leurs affaires à l'intérieur. Ça, c'était vraiment un truc. Mais c'était petit, hein. Voilà. Et puis laisser sa grand-mère, ça l'inquiétait beaucoup qu'on soit pensait qu'on la verrait plus, alors que finalement on la voit presque autant qu'avant. Parce que quand on rentre en France, on la voit forcément. Des fois, elle nous rejoint quand on fait des trucs. Donc après, c'est une autre façon de faire. Ouais. Mais les enfants, il y a eu un côté et rassuré aussi sur les copains, on les verra et tout. Donc je pense qu'eux aussi, il y a eu un besoin de maturité derrière, de comprendre. Et puis d'apprécier aussi le voyage. Et puis de leur dire, voilà ce qu'on fera de plus. Donc les pays qu'ils aimaient, on a des amis qui sont expatriés en Espagne, c'était des super potes à eux, donc on a été très souvent en Espagne, comme ça ils retrouvaient aussi leurs copains et tout. Donc voilà, par exemple en 2022 aussi, ma fille c'était compliqué, la vie nomade était un peu pesante pour elle, elle voulait vraiment être avec des copains, des copines et tout, donc je suis restée énormément en France, à faire des colonies de vacances, des centres aérés, des rencontres entre jeunes IEF qu'avec des jeunes. Voilà, donc toujours être à l'écoute en fait de ce que eux ils veulent aussi, quoi. Mais j'imagine qu'il n'y a pas trop de journées type. Non, non. Alors le truc, ça va être le premier truc, c'est quand je me lève, c'est si je sais où je suis garée, parce que des fois j'arrive tard le soir, donc je sais plus où je suis, ou je sais plus tout. En fait, quand on bouge tout le temps comme ça, des fois notre cerveau il a du mal à se dire, attends, je suis où là? Je suis garée dans quel sens? Si j'ouvre la fenêtre, qu'est-ce que je vais voir? C'est quoi mon environnement immédiat? Je suis en ville, en général, je suis assez rarement en ville. En plus, on entend les bruits, donc bon, voilà. Mais ouais, il y a la journée type, non, il y aura des fois de la route si j'ai décidé de rouler, le travail presque comme quotidien, parce que nomade digital, il y a ça. Sauf quand j'ai pas de réseau, là, j'ai pas de réseau, j'ai bossé autrement. Mais non, nous, c'est beaucoup en fonction des activités qui sont possibles à faire ou pas. Des opportunités. Là, le mois de juillet, je pensais beaucoup plus travailler que ce que je n'ai fait, mais je pense pas que la région où j'étais était aussi riche, et j'ai pas voulu me priver, et priver mes enfants. Du coup, j'ai pas autant bossé que je voudrais, parce qu'on a fait plein de trucs hyper intéressants. Donc il y a ça aussi, il faut avoir une certaine souplesse, pas être rigide non plus, mais avoir une organisation, c'est-à-dire que je sais aussi exactement combien de temps peut me prendre telle activité, tel travail, tel truc. Avoir une grande conscience du temps qui passe et de où on passe son temps. Moi, je suis assez obsédée par... j'ai pas envie de perdre mon temps,
Donc si je choisis de faire un truc, je vais le faire vraiment en conscience, en m'y mettant à fond et me dire ok, je fais ça là maintenant, mais derrière je ferai ça ou je ferai pas ça. Voilà. Il y a tout un côté de ouais, j'ai envie de dire d'optimisation du temps et de profiter de ce qu'il y a, sans culpabiliser, pas de procrastination à la con. Parce que je trouve que quand on était sédentaire, on pouvait peut-être avoir vachement plus facilement de mangeurs de temps, j'ai envie de dire. Déjà, moi, quand je suis à l'étranger, je suis très limitée sur Internet, ou parce que je capte pas tout le temps très bien, ou parce que mon forfait n'est pas très bien. Du coup, je passe jamais ma vie à scroller, par exemple. Je vais pas regarder tout un tas de trucs et tout. Moi, c'est vraiment pour le boulot ou pour des activités bien précises. Il y a cette dimension-là, je l'ai pas, donc je perds pas de temps là-dessus. Mais c'est très con aussi, hein, les potes qui passent à la maison, qui disent tout, que c'est toujours sympa. Mais des fois, on n'avait pas forcément envie, on n'était pas forcément dispo, et puis on se laisse entraîner, et voilà, ils vont dire, hey, merde, j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Quand on est nomade, on n'a que soi à gérer, et les trucs qu'on prend ou qu'on prend pas. Genre, des fois, il y a d'autres nomades qui vont être là, ouais, c'est cool, j'ai envie de discuter, j'y vais, et puis des fois, j'ai pas envie, et c'est merci, au revoir. Et donc, il y a ce côté-là où on est vachement plus attentif, en fait, où est-ce qu'on va aller. En tout cas, moi, comment je fonctionne. Il y en a d'autres, je sais que c'est pas du tout comme ça. Donc tu choisis les endroits où tu vas en fonction des événements qu'il peut y avoir, ouais. des choses à voir. Moi, c'est que comme ça que je fonctionne en fait. C'est où les pays que j'ai envie de voir. Et là, quand je suis partie en Irlande, je suis partie en septembre dernier. En fait, je suis allée en Irlande parce que j'avais été voir une copine qui habitait Caen. Et que, au départ, je devais aller en Roumanie. Ça me faisait juste chier de retraverser la France pour partir de l'autre côté. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je suis à Caen, je vais prendre le bateau et je vais en Irlande, quoi. Ça s'est décidé en 3 jours de temps comme ça, en fait. Hein. Et je suis partie donc début septembre et je ne savais pas quand est-ce que je rentrais. J'ai suivi un peu une trajectoire, j'étais voilà, au feeling. Et je passais 7 mois en Irlande. Et du coup, tu conduis quand? Ça dépend en fait. Quand j'ai des longues routes chiantes, je vais faire ça le soir assez facilement. Quand je suis dans les pays, moi je suis un escargot, je roule très très doucement et tout. J'aime bien rouler le matin. En fait, mon cerveau il est encore un peu dans le brouillard. Je roule, c'est sympa. Je vois un truc qui est joli, je vais m'arrêter, machin. Mais je programme mes itinéraires en fonction de ce qu'il y a à voir. Hein, ça, c'est sûr. Et sauf si je vois un truc vraiment qui me plaît. Hein, quand c'est en France, c'est très différent. C'est-à-dire que là, je me déplace en fonction. Bon, ma fille a fait du cosplay, donc on va en convention geek. Ah oui. Et son père fait aussi des conventions. Hein, lui travaille là-dedans. Donc on fait beaucoup de conventions, puis on est tous geeks dans la famille. Donc en fait, on va de convention en convention, parce qu'on fait des concours cosplay, parce qu'on va voir des amis, parce que ma fille, elle va faire du bénévolat. Où on va voir des amis. Donc en fait, en général, on a toujours un périple comme ça qui est un peu anarchique parce que ça dépend de où on va. Par exemple, là, j'étais dans le sud, près de Millau, parce que mes enfants avaient une colonie de vacances là-bas, tout simplement. Et là, je remonte vers la Bretagne parce qu'au mois d'août, on va faire un pet sitting. Donc voilà. Et après, ma fille, elle a encore du BAFA à faire. Donc je vais rester dans la région. Après, je vais aller sur Orléans parce qu'il y a une convention qui est très sympa, qu'on avait déjà faite, qui est cool et donc on veut la faire, voilà. Mais c'est au gré des opportunités que nous on se crée, quoi. Quand j'ai des amis à aller voir, j'avais fait les 40 ans d'une copine, ben, je savais que j'y serais à ces 40 ans, donc en fait je partais d'un point A à un point B et entre-temps j'ai trouvé des trucs à faire, quoi. C'est une grande liberté. Je disais plus ça, tu vois, par exemple, je fais de l'instruction en famille aussi avec ma fille. Et tu vois, je me dis, bon, elle a 10 ans, elle a encore besoin beaucoup qu'on l'accompagne. Donc je me dis, entre mon boulot, la route et elle, je me dis à quel moment conduire, comment s'organiser, quoi. Après ça dépend si on conduit beaucoup aussi ou pas. Je te dis, moi j'ai passé comme 7 mois en Irlande, donc quand il y en a qui font ça en 15 jours, t'imagines que moi des fois je bougeais pas beaucoup, ou je roulais 30 bornes, 40 bornes, voilà, moi je suis plutôt en mode slow travel. Donc ça aide pas mal, je pense, plutôt que de faire des longues routes. Après, moi, mes enfants, ils ont toujours été en unschooling pur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de scolaire. Et ce qui, pour moi, est vachement plus souple, parce que l'accompagnement, il était vachement en amont à rechercher des domaines qu'eux, je savais qu'ils aimaient, donc des ressources à leur proposer. Et moi, très rapidement, je les ai rendus autonomes dans leur recherche, dans leur façon d'aborder les choses. Et puis, ils sont très créatifs aussi, mes enfants. Ils lisent beaucoup, donc ça a aidé énormément aussi d'avoir le fait qu'ils puissent eux-mêmes aller chercher des infos dans des encyclopédies, lire tel truc, se passionner rapidement. Et moi, je veux dire, je suis une couche tard. Donc, moi, c'est pas rare que je bosse jusque 2 heures du mat, que ce soit pour mon travail, pour étudier un parcours ou pour l'instruction en famille. Hein, il y a ça aussi, moi, je sais qu'il y a, je suis un peu en décalé.
par rapport à ça. Mes enfants vont se coucher tôt et moi, je restais 2-3 heures à bosser, là, en hyper focus, et là, on est hyper concentré et on avance très, très vite, quoi. Donc, C'est ce que je fais, ouais. ouais, voilà. Et puis quand on sait, moi, l'instruction en famille, ça n'a jamais été trop compliqué. Moi, je me suis jamais pris la tête, est-ce que je serai à la hauteur ou pas? Et peut-être c'était de l'inconscience, hein, parce que je connaissais en plus personne qui faisait ça, mais il y avait un côté, j'avais hyper confiance en moi, puis je me suis dit, ce que je sais, je pense que je pourrais leur transmettre. Et jusqu'au collège, les connaissances qu'on demande aux enfants me paraissent assez faciles. Donc moi, j'étais vraiment en capacité de leur transmettre, hein. Et petit, en plus, moi, je me suis formée à Montessori, à Steiner, à Waldorf. J'ai exploré aussi pas mal de différentes pédagogies et j'ai pioché dans tout ce qui m'intéressait, dans tout ce que mes enfants avaient besoin. Donc, donc l'instruction en famille, moi, j'ai l'impression qu'elle faisait vraiment partie de notre quotidien. Et en voyage, on n'avait pas de temps de travail, par exemple. On n'a jamais alloué du temps à faire telle chose. Depuis 2 ans, c'est un peu différent parce qu'ils sont dans un autre programme. Mais en instruction vraiment classique, le quotidien était leur mode de vie, quoi. Et puis bon, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est qu'en étant nomade, les contrôles, bah, C'est voilà, l'avantage. c'est-à-dire que en plus, j'avais un inspecteur qui était très, très, très ouvert, très, très cool. Je disais quand je partais en voyage, je le rappelais quand je revenais. Il me dit, oh, bon, on verra ça l'année prochaine. Voilà, c'était ça. Il nous faisait vachement confiance aussi, mais parce qu'il y avait vraiment un échange, voilà. Et à l'époque, on était sous forme de déclaration et pas d'autorisation. Et quand je suis partie nomade, ben, ils m'ont perdu de vue, tout simplement. J'ai jamais rien fait d'illégal, mais ils n'ont jamais cherché à me trouver. Je ne me suis jamais manifesté plus que ça, tu vois. Je faisais ce que j'avais à faire. Ils se manifestaient, c'était bien. Ils se manifestaient pas, tant pis pour eux, quoi. Donc ça, voilà, c'est vrai que ça enlève un gros poids aussi par rapport à se dire qu'est-ce que l'instruction en famille, voilà. Parce qu'il y avait que les Mm. contrôles qui, pour moi, étaient un peu chiants à gérer. Mais sinon, le Bah, reste... le problème des contrôles, c'est que l'intérêt de l'instruction en famille, enfin pour moi en tout cas, c'est aussi que l'enfant apprenne en fonction de ses centres d'intérêt du moment et que quelquefois ils vont s'intéresser à quelque chose qui devrait être fait 2 ans plus tard et pas à quelque chose qui devrait être fait cette année. Ah Donc bah dans les exactement, contrôles, moi. ils vérifient ce qui doit être appris cette année-là, alors que ben, l'enfant il est peut-être à un autre niveau à ce moment-là. Oui, pour des sujets... ouais, ma fille, très tôt, elle a fait de la couture, par exemple. Et la couture, c'est assez Mm. technique en termes de géométrie, en termes de traçage de patrons et tout. Donc les notions de maths, elle les avait par la pratique d'application. Mais à côté de ça, les maths, elle en avait rien à faire. Voilà. Ou mon fils tout petit s'intéresse au corps humain. Et moi, j'avais fait des études de kiné, j'avais encore mes cours. Ah ben, il regardait ses bouquins, il avait 4 ans, il savait pas lire, mais le corps humain, il savait le découvrir. Et il me demandait, ah, c'est quoi le nom du muscle, c'est quoi le nom de l'os et tout. Et il Ouais. connaissait par cœur simplement parce que à ce moment-là, c'était son kiff du moment, quoi. Et il avait 4 ans. J'aurais pu dire, bah non, c'est pas des bouquins pour toi, on ferme ça et puis basta, quoi. C'est exactement ça, ouais. Est-ce que tu as des astuces ou des outils pour réussir à garder un équilibre aussi entre que ce soit le pro, que ce soit avec les enfants, que ce soit logistique? Ou pas mal de rituels. Moi, j'ai toujours été très ritualisée, mes enfants aussi. Donc, il y avait vraiment les moments comme ça. Bon, le soir, c'était tout le temps les mêmes choses. Comme, voilà, moi, j'avais une musique en plus pour entamer la soirée, quand c'était le bain et tout. Garder des rythmes classiques. Moi, j'avais la chance d'avoir des enfants qui dorment. Quand c'est toujours des gros dormeurs, et ça n'a jamais été un souci de les faire dormir et tout. Donc il y avait vraiment comme énormément de rituels. Tous les repas aussi. On mange tout le temps tous ensemble. Il y a un côté, on prépare les repas ensemble. Il y a un côté vraiment cohésion. Voilà, même si en dehors de tout ça, c'est un peu déstructuré parce qu'on ne sait jamais trop ce qui va se passer, il y a quand même les moments clés, les moments forts qui vont rester pareils. Alors, l'histoire du soir, quand ils étaient petits, peu importe où on était, ça restait important de faire, de raconter une histoire du soir et tout ça. Et en termes de logistique, c'est qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent accéder à leurs affaires. Dans ma maison, j'étais très Montessori, donc tout était à leur niveau et tout. Mais dans un camping-car, c'est un peu plus compliqué. Mais le but du jeu, c'était aussi ça. Donc moi, j'avais aménagé dans leur lit des casiers de rangement où ils avaient leur petit trésor à eux, les trucs qu'ils avaient vraiment envie d'avoir. Très rapidement, ils sont passés aux liseuses parce que des bouquins, c'est bien, mais c'est lourd et ça prend de la place. Et l'ennemi numéro un du camping-car, ben, c'est l'espace et le poids. Donc voilà. Donc en fait, vraiment leur donner tous les moyens aussi pour être autonomes et s'occuper aussi, si moi je ne peux pas, si je dois déjà conduire par exemple. Mais en camping-car, c'est cool parce qu'ils sont assis, ils sont attachés, ils peuvent sortir tous leurs jeux. Moi, j'ai plein de jeux manuels, par exemple. Plein de trucs de tamgram ou les trucs à assembler.
tout ce qui était manipulation et tout, ils pouvaient faire du coloriage, ils pouvaient faire des puzzles, ils pouvaient lire, ils pouvaient construire des trucs, des Lego techniques, des Playmobil. Moi, là encore, aujourd'hui, ils ont encore des Playmobil dans le camping-car. Tu vois, et on adore les sortir et tout. Donc, leur permettre d'avoir tout à portée de main, s'ils veulent. Quand ils étaient vraiment petits, que là, ils étaient même attachés et tout, avant de rouler, je leur demandais qu'est-ce qu'ils voulaient faire et je leur sortais accessible, qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils avaient envie sous le coude. Et nous, on est très histoire à écouter aussi. Et ça, tout petit, ils ont adoré écouter plein d'histoires. Et encore maintenant, ils le font. Ils vont écouter des podcasts, ils vont écouter des livres audio. Parce que ça occupe bien. Et en même temps, ils peuvent apprendre énormément de choses à travers les livres. Maintenant, ils peuvent même écouter en anglais. Donc, il y a un côté aussi occuper un peu les temps morts de route qu'on imagine ou quand on n'est pas disponible. Et puis bon, les laisser aussi imaginer ce qu'ils veulent, quoi. Ou jouer dehors. Parce que voilà, il y a ça aussi. C'est qu'en général, moi, quand ils étaient vraiment enfants, on se mettait toujours dans des parcs de jeux, près de centres de loisirs, près de stades, sur les city-stades, où il y avait d'autres familles locales qui allaient passer, ou même près des écoles, et puis ils allaient faire copain-copain avec les gamins qui étaient là, quoi. Mais il faut avoir des enfants qui sont sociables. Moi, ma fille, pour ça, elle est hyper sociable. Donc, elle allait parler avec tout le monde, quoi. Même à l'étranger, baragouiner 2-3 mots, et c'était parti, quoi. Ah, mais c'est ça. Les gamins, ils n'ont pas besoin de savoir une langue pour communiquer entre eux. Quand je suis partie au Mexique avec ma fille qui avait 6-7 ans, elle passait ses journées à jouer avec une petite fille un peu plus jeune alors qu'elle parlait pas un mot d'espagnol. Mais ouais, Mais ils n'ont pas besoin, en fait. non, ils n'ont pas besoin, ils vont arriver tout de suite à se faire comprendre, ou juste à jouer, voilà, à se pousser sur la balançoire, à faire les tours du manège, à prendre un ballon, à jouer ensemble. En fait, c'est bien moins chiant qu'on ne le pense, des enfants en voyage. Moi, j'ai repris pas mal de photos là pour l'e-book que je fais. Et j'ai retrouvé donc des photos. Le premier voyage qu'Anaka il a fait en camping-car, en van, il avait 3 mois. Il était parti en Tasmanie. On habitait à La Réunion à l'époque. Donc c'était vachement plus près. On avait que jusqu'à aller l'Australie et tout. Et 3 mois. Et je me souviens que plein de gens me disaient: ah, mais t'es folle. Donc lui avait 3 mois et sa sœur avait 2 ans. Et en fait, super facile à cet âge-là. Ça se suit facilement. Tu peux les porter. Ils ont juste besoin d'être rassurés avec toi et à respecter leur rythme de vie. Il y a ça aussi. Il faut aussi respecter leur rythme de vie. C'est-à-dire que si tu veux faire un truc le soir, c'est mort, t'oublies. Si c'est des dormeurs, les temps de repos, il faut bien les encadrer, les accepter, leur permettre d'être en forme et de ne pas s'ennuyer non plus. C'est aussi adapter les activités à ce qu'ils sont capables de faire. Donc, toutes les randonnées, on dit souvent qu'un enfant, il peut faire le nombre de randonnées plus 1 par rapport à son âge. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans, il peut faire une randonnée de 7 km. Un enfant de 9 ans, il va faire une randonnée de 10 Ah km. ouais. Ça, c'est un bon ratio. Voilà, donc il y a ça aussi, ne pas les mettre en difficulté par rapport aux activités du quotidien qui sont proposées. Et de temps en temps, leur laisser choix aussi. Nous, on faisait ça. Vous avez envie de faire quoi? Nous, souvent, c'était parc aquatique. Ça, en général, les enfants, ils aiment bien. Donc, en fait, voilà, on se faisait une journée parc aquatique. Il y a des pays où il y en a plein. En Allemagne, par exemple, il y a plein de piscines, bains, remous, super toboggans et tout. Donc ça, à chaque fois qu'on va en Allemagne, on adore en faire. Donc, ouais, c'est toujours une discussion, en fait. Ils sont partie prenante, quoi, du voyage, quoi. Et puis moi, longtemps, avant 2019, je voyageais aussi avec Mathias, donc le père de mes enfants. Donc on était 4 dans Gary. Donc c'est aussi beaucoup plus cool parce que il y avait 2 adultes. Voilà, toute la logistique aussi du camping-car. Quand ils étaient plus petits, c'est sûr que c'était beaucoup plus facile pour faire les courses. Il y en a un qui pouvait rester avec les enfants, remplir l'eau, faire les lessives, la logistique de merde, parce que ça, faut pas se leurrer, c'est chiant. Quand tu dois changer ta bouteille de gaz et que tu n'as pas de gaz, ou qu'il pleut, ou que ta réserve d'eau, tu n'as plus beaucoup d'eau et que tu ne sais pas où tu vas en trouver, parce qu'il y a ça aussi. Et justement, pour tout ce qui est logistique, les camping-cars peuvent pas se garer n'importe où, en tout cas en France. Donc Ouais. comment tu fais pour trouver des spots, je sais pas, trouver de l'eau effectivement, comment ça se passe au niveau des toilettes. Enfin, tu vois, c'est des détails pratiques, mais que les gens se posent. Moi, dans Gary, j'ai rajouté un container d'eau. C'est-à-dire qu'en eau potable, moi j'ai 200 litres. Ce qui est déjà énorme. En général, les camping-cars, ça va être 80-100 litres. Moi, j'en ai 2. Ce qui me fait quand même une autonomie certaine. Bon, après, tu apprends à préserver l'eau. Ça devient une ressource précieuse, rare. La douche d'un quart d'heure, t'oublies. La vaisselle, tu apprends à la faire minimaliste. Il y a ça aussi. C'est que vraiment, il y a un côté où tu t'emmerdes tous les 4 matins à remplir ton container, c'est possible. Ou tu apprends à être attentif à tout. L'eau en France, on en trouve partout. Des aires de remplissage d'eau,
On en trouve partout. Il y a des applications qui existent. Moi, j'utilise beaucoup Park Fortnite, qui est la plus connue, qui marche en plus en Europe et dans le monde entier, où c'est des particuliers nomades comme moi qui vont mettre tous les spots qu'ils trouvent, que ce soit des parkings dans la nature, des aires de camping-car, des aires de pique-nique, des parkings chez les particuliers qui acceptent, les points d'eau, les points de lessive. Donc en général, rien qu'avec Park Fortnite, tu as tout ce qu'il te faut, quoi. L'eau, bah, il y a aussi les cimetières. Ça marche énormément en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas d'aires de camping-car, il y en a très très peu. Il y a beaucoup de campings qui sont ouverts tout le temps dans les pays anglo-saxons, mais des déserts où tu peux avoir de l'eau comme ça, il y en a très peu. Donc les cimetières, on a eu souvent l'occasion d'aller dans les cimetières. Donc là, bah, tu prends tes petits bidons, tu remplis, tu vas, voilà. Mais ça dépanne vraiment bien. Des fois, dans certains campings, on va juste leur demander pour remplir l'eau, en demandant combien on doit payer. Selon, il y en a qui nous font payer, ça va être allez, 5 euros pour remplir. Ou une autre qui dit, bah non, allez-y juste comme ça, et puis c'est bon. Parce que moi, j'ai pas besoin d'aller en camping, j'ai pas besoin de me brancher, j'ai juste besoin de l'eau, mais en plus, ça me saoule le mode camping, donc j'y vais jamais, quoi. Sauf quand j'ai besoin de remplir. Mais pour te stationner, tu peux pas stationner n'importe où en France. Ouais, en D'accord. France, si, il y a quand même. Moi, je suis beaucoup dans la nature, donc ça va. En ville, ouais, mais j'y vais pas très souvent. Il y a les parkings de centre-ville qui vont être des fois interdits aux camping-cars, mais moi, j'évite. Il y a quand même plein d'endroits où tu peux. Surtout quand tu vises la nature, quoi. Les sentiers de randonnée, il y a plein souvent de parkings. Près des stades, il y a énormément de places en général près des stades, et ça, dans toutes les petites villes, tu arrives à trouver. Quand c'est les vacances scolaires, tu peux faire les parkings d'école, ça marche super bien. Je te dis, les trucs de salle des fêtes, de trucs de spectacle, souvent c'est ouvert et c'est libre. C'est pas le plus top, mais voilà. Moi, je suis beaucoup forêt, beaucoup nature. Des fois aussi au pied des moulins, quand il y a des moulins. Ça va être tout ce qui va être les châteaux. En France, on a quand même une culture très marquée entre haute saison et basse saison. Donc il y a plein d'endroits touristiques où hors saison, il n'y a rien, il n'y a personne. Mais le parking, il est là, donc tu peux te garer. Il y a plein de trucs acrobranche, par exemple, qui sont complètement fermés l'hiver. Bah, tu peux te garer là-dedans, et en général, c'est assez sympa, quoi. Donc, il y a quand même plein d'endroits. Après, il y a aussi, bon, tout ce qui est camping. Il y a camping chez le particulier. Ça m'arrivait un peu plus souvent d'en faire, un peu plus à l'étranger, parce qu'il y a un côté, bon, on va découvrir des personnes. Souvent, ils vont vendre des trucs devant ces produits à la ferme, donc pour des confitures, pour des fromages, des trucs comme ça, ou pour des endroits où vraiment c'est compliqué. En France, par exemple, il y a tout le sud, toute la région de Nice, tout ça, j'y suis allée une seule fois. C'est le merdier pour se garer. C'est très chiant, les camping-cars sont pas les bienvenus, hormis quand c'est pour payer. Et la seule fois où j'y suis allée, je me suis fait braquer, donc ça m'a un peu aussi calmé. Ah oui. Donc il y a des Ouais. endroits où, ouais, voilà, tu sais qu'en camping-car, de toute façon, à force sur les sites de partage, et souvent on sait qu'il y a des régions, bah, tu vas pas. Ou pas en pleine saison, ou à vraiment à des saisons très très creuses. Donc toute la côte de Biarritz, Sanglette, tout ça de l'autre côté l'Atlantique, tu vas pas en pleine saison. Moi j'ai déjà fait septembre-octobre, mais voilà, et après il y a des endroits, bah, tu te dis je fais une croix, par exemple les villes où bah, je peux pas me garer, ou parce qu'il n'y a pas d'air de camping-car adapté et tout, bah, j'y vais pas. Il y a un macaron qui existe, moi je l'ai jamais mis, mais tu le colles sur ton camping-car et c'est écrit je consomme là où je peux me garer. Et c'est exactement ça, c'est que les camping-cars, bah, s'ils peuvent pas se garer, ils viennent pas. Donc si tu veux que ton tourisme il fonctionne ou qu'on vienne consommer sur place, bah, tu fais en sorte qu'on puisse se garer, quoi. Donc en France, moi j'ai jamais eu de problème pour être garé, on m'en a jamais délogé ni rien. En Espagne, c'est hyper cool. Mais faut pas avoir des critères non plus de fou. Par exemple, si tu veux être que en ville parce que tu es un pur citadin, bah là, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Mais je connais des nomades digitaux qui veulent sortir le soir, aller dans les Ouais. bars, aller au resto le midi, voilà. Donc là, ouais. Mais donc là, ils ont déjà pas un gros camping-car comme le mien. Ils ont un Puis truc. tu te gares à l'extérieur, tu prends le métro pour aller en Ouais, ville, et voilà. puis voilà. Ah oui, tu marches beaucoup quand tu es nomade. Ça, c'est sûr aussi. Nous, on veut faire des courses. Souvent, s'il n'y a pas le parking adapté, ou bah, on marche forcément, même pour découvrir des lieux et tout. On se gare un peu en extérieur et puis on marche, ça c'est sûr. Ça- En plus, souvent, les parkings de centre-ville ne sont pas adaptés en termes de taille. Donc, même si techniquement tu peux, tu n'as pas la place, quoi. Après, les autres pays, voilà, c'est cool, quoi. Là. En tout ce qui est plus anglo-saxon, si c'est pas écrit que tu n'as pas le droit, tu as le droit. Donc, comme ça, c'est simple. Et en Espagne, pareil, c'est hyper libre. Le Portugal, ils ont un peu plus refermé, resserré, parce qu'il y a eu des abus, comme partout. L'Italie aussi était assez facile. Après, il y a aussi un côté de, faut demander aux gens, quoi.
Si tu vois un endroit, tu veux te garer, tu vas demander. Nous, on fait très souvent ça aussi. Je sais que j'en ai, moi, des amis qui sont en bus. Donc là, c'est un peu 12 mètres, donc c'est pas pareil. Eux, ils appellent la mairie quand ils arrivent quelque part. Ils leur disent, voilà, nous, on est en bus, on est nomades, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se parquer? Alors des fois, ils vont se retrouver avec les gens du voyage. Mais des fois, il y a des espaces quand même disponibles parce que les gares routières, c'est pas toujours top. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à demander ou aux locaux ou aux gens quand on va faire ses courses à la boulangerie. Puis ils sont contents, les gens aussi. Ça fait discuter d'autres choses, quoi. Puis après, il y a comme des fois aussi des grands espaces aménagés. Dès que c'est en nature, il y a de la place. Dès que c'est en forêt, en plaine, des chemins de randonnée. Le problème après là, c'est le réseau qui va des fois un peu. Pour ça, moi j'ai un routeur, par exemple, pour amplifier le réseau. C'est souvent le problème des digital nomades, c'est qu'ils ont besoin d'avoir du réseau. Et quand tu captes pas, là c'est chiant. D'où la ville, d'où les coins pas toujours top. Mais non, au niveau logistique, après, je crois qu'on oublie vite. Toi, moi, les toilettes, par exemple, je suis en toilette sèche. Voilà, parce que c'était rapidement un problème d'avoir les pastilles. Et en plus, les évacuations des eaux grises, c'est très français. Plein de pays d'Europe n'ont pas ça, ou très peu. Du coup, après, ça fait polluer dans la nature et tout. Donc, Et tu le vis d'où alors en fait, comme des toilettes classiques, comme des poubelles après déchets classiques. C'est comme une couche à bébé, hein, tu vois, hein, simplement. C'est des sacs, on prend des sacs noirs, hyper épais. C'est des trucs souvent pour déchets bien particuliers. Et ça marche bien, quoi. Hein. L'été, il faut juste le changer un peu plus souvent parce que ça peut vite sentir. Mais franchement, après, à partir du moment où tu mets de la sueur, puis de la sueur, tu en trouves partout. Tu vas dans le truc pour animaux, tu prends les trucs lapins. Parce qu'au début, la première fois, on avait acheté un très gros paquet. Le machin, il nous avait duré des mois. Il nous prenait la tête. Alors maintenant, j'achète des petits paquets. C'est 2 litres en général. Ça dure le temps que ça dure, quoi. Mais voilà, ça, c'est un côté un peu moins glamour hein, de la vie nomade. Ouais, Il y mais en il a faut en parler aussi quand Ouais, même. voilà, il y en a qui ont un peu plus de mal avec l'idée d'avoir des toilettes sèches ou pas une douche tous les jours et pas, toi, des fois, elle est un peu tiède ou des fois, c'est moins chiant que d'aller dehors, donc je dois faire dans la nature et tout. Mais un peu côté roots, quoi. Je vais pas mentir, il y a un côté, c'est un peu retour à un peu plus de simplicité, quoi. Et tu parlais de l'intimité dans un de tes posts. Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Oui, parce que je sais que c'est une question qu'on n'ose pas me poser en général. On l'aborde un peu comme ça en catimité. Et j'ai rarement vu de blog en parler, parce que moi je suis d'autres nomades forcément qui parlent aussi, et j'avais jamais vu d'infos là-dessus. Et moi, comme un de mes métiers a été d'être conseillère conjugale, je sais à quel point le manque de dialogue par rapport à tout ce qui est intimité peut être problématique. Et ouais, donc c'est sûr que l'intimité, quand on est comme ça, un nomade famille, il faut y réfléchir en amont. C'est-à-dire que, voilà, selon la configuration du lit, il y a rarement une pièce fermée à l'arrière. Il y en a maintenant des camping-cars familiaux, entre autres, il y a une marque allemande qui sont vachement top, où l'arrière, c'est vraiment genre une petite chambre d'enfant avec 2 lits superposés, avec une table au milieu, des rangements, et hop, on peut fermer. Et les parents, ils ont un lit ou pavillon ou une capucine. Et là, ça fait vraiment 2 mondes séparés. Donc ça, déjà, si c'est une question des parents, déjà, choisir un véhicule qui cette configuration-là, mais il y en a de plus en plus. Au lieu d'avoir simplement des rideaux. Moi, dans Gary, moi j'ai un lit capucine, donc un lit en hauteur au-dessus de passage de la cabine. Et mes enfants, ils ont des lits superposés à l'arrière. Et donc c'est rideau pour eux et rideau pour moi. Donc autant dire que niveau intimité, voilà. Bon, moi, mes enfants étaient petits, des gros dormeurs, donc t'apprends aussi à être un peu plus discret, à pas trop faire bouger. Et puis tu leur parles, en fait, naturellement aussi. Quand s'ils posent des questions, ou voilà, un enfant, il a le droit de savoir ce que c'est que des parents qui s'aiment et qui font l'amour. On n'est pas obligé de rentrer dans des détails techniques pour simplement qu'ils se disent, voilà, ils font des choses d'adultes, c'est pas un souci, c'est pas grave, c'est normal, c'est naturel, ça leur appartient, quoi. Après, il y a la nature, il faut profiter des lieux où on va, ou de pouvoir aussi se dire, tiens, là, on se prend un hôtel. Ça nous est déjà arrivé aussi pour des côtés plutôt pratiques pour aller visiter une ville, par exemple, où on avait vraiment un truc sur plusieurs jours. Plutôt que de prendre le camping-car et de rentrer, on avait laissé le camping-car, et là, tu prends un hôtel, et là, t'en profites aussi, parce que là, il y a vraiment plus de place et tout. Il y a aussi le côté de dire, on fait nuit à la belle étoile et les enfants ils dorment dehors et on peut aussi s'éclipser un peu plus facilement. En fait, c'est des astuces. Puis il y a un côté aussi renouveler en fait comment ça se passe Il y a un dans le côté couple. jeu, j'imagine, derrière. Ouais. Ouais, voilà, il y a des jeux. La salle de bain est petite, mais à 2, il y a moyen de faire des bricoles, on a envie de dire. Ça peut être aussi con que ça, quoi. Voilà, il y a
Là aussi, c'est de la communication, un peu plus, je pense, de liberté, un peu plus ouais, pas de folie, mais c'est sûr, quand on doit faire ça dans le noir, pas faire un bruit, rideau tiré et tout, peut-être lui devait être frustré parce que c'est. En plus, dans la cabine, pareil, il n'y a pas énormément de hauteur, donc tout n'est pas possible. Donc, ouais, non, mais vraiment, c'est des questions purement techniques aussi. Donc, après, je sais qu'il y a beaucoup de couples, ça les inquiète, et c'est un vrai frein. Je peux comprendre et tout, Ou mais même quand t'es parent solo, quand tu fais des rencontres, enfin déjà pour faire des rencontres et quand on fait, ouais, là, c'est toujours toi chez lui, quoi. C'est jamais l'inverse, moi, voilà. Ou quand je suis toute seule, parce que moi, comme je suis divorcée, mes enfants, des fois, ils sont avec Mathias, qui est aussi nomade en camping-car. Et du coup, là, moi, je revis une vie de femme célibataire et tout. Donc, le problème se pose plus. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté, y réfléchir en amont et de se dire qu'est-ce que je suis prêt à faire comme sacrifice ou pas. De toute façon, la vie nomade ne fait que de choix. On quitte des choses qu'on avait et on va trouver d'autres choses qui sont pas forcément mieux, qui sont pas forcément moins bien, mais qui sont différentes. Et si on n'est pas prêt, en fait, c'est là où ça peut poser de problème. Si on n'a pas anticipé, c'est une chose, mais au moins y réfléchir. On peut pas dire qu'on ne va pas savoir comment on va réagir forcément, mais au moins se dire cette difficulté-là, il y a de fortes chances que je la rencontre. Déjà, au moins y réfléchir. Hein, vraiment, il y a un côté de ça, ouais, ça va maturer petit à petit. Je sais que potentiellement, ça peut être un problème. Moi, c'est très très con, hein. Mais quand on n'avait qu'un camping-car, je n'avais jamais conduit Gary. Jamais, ouais. jamais, jamais. Mathias ne supporte pas qu'on conduise. Et en plus, moi, alors j'adore me faire conduire. Il conduit super bien. J'avais aucune raison de conduire, aucune raison de m'emmerder à conduire un gros bordel comme ça. C'est ça. Bah, ça, c'est un truc pareil. Je me dis, est-ce qu'il faut un permis spécial ou Le mien, non, parce qu'il fait moins de 3 tonnes 5. Bon, il est limite. En vrai, il fait 3 tonnes 5. Mais comme moi, j'ai une base renforcée, un châssis renforcé, qu'il est bien rempli, je le pèse régulièrement, je suis plutôt à 4 tonnes. Mais parce qu'il a la configuration pour. Si je me faisais arrêter par les flics et qu'ils arrivaient à me peser, je serais amendable, par exemple. Et d'ailleurs, il y a une loi qui a été demandée à être votée que pour que les camping-cars de loisirs puissent passer en 4 tonnes 5 avec un permis simple. Parce que la plupart des camping-cars qu'on voit sont en surpoids. Parce qu'il y a le poids constructeur à vide. Mais à vide, c'est-à-dire à 10% de réserve d'eau, 10% de réserve d'essence, deux passagers. Quand c'est des camping-cars pour 4, les minimum, tu rajoutes les 4 personnes, tu rajoutes la bouffe, tu rajoutes les affaires, les fringues, les ustensiles. Tu dépasses forcément le poids autorisé. Donc ça, c'est une grosse hypocrisie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de constructeurs qui veulent revoir ça. Donc techniquement, moi, un permis simple, pour moins de 3 tonnes 5. Tout ce qui va être les camping-cars poids lourds, c'est-à-dire qui passent les 3 tonnes 5, c'est souvent ceux qui sont un peu plus longs, où on peut les voir parce qu'ils ont aussi double essieu. Ce sont les double essieux, c'est des camping-cars poids lourds. Donc à l'arrière ou à l'avant, ils ont double roue. Mais moi, je veux pas. C'est pas que je veux pas passer le permis poids lourd, c'est que en termes de taille, je veux pas passer au-dessus de ce que j'ai. Moi, Gary, il fait 7 mètres sans le porte-vélo. Avec porte-vélo, il va faire presque 7,50. Donc ça commence à faire, mais je passe partout. Voilà. et ça fait peur au début? Ouais, parce que le gabarit, moi, il fait 2,80 de large. C'est pas, c'est comme plus large qu'une bagnole, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est l'arrière. Moi, j'ai une caméra de recul, par exemple, que Mathias n'a pas. Moi, j'ai voulu vraiment installer une caméra de recul pour quand je suis toute seule, pouvoir manœuvrer. Et même parce que j'ai l'angle, tout ça, c'est compliqué encore pour moi. Et c'était les hauteurs. Parce que souvent, quand on guide quelqu'un, on fait gaffe à droite, on fait gaffe à gauche. Mais un camping-car, moi, c'est 3,15 de haut. Et Mm. quand on passe dans des ruelles étroites, des fois, il y a des balcons qui vont être bas. Ou quand on prend un virage et qu'il y a des panneaux, il faut faire gaffe à ça. Donc en fait, c'est au départ un changement en fait de gabarit à avoir et de faire gaffe à tout. Et en plus, on a un porte-à-faux. Moi, Gary, il n'a pas un gros porte-à-faux parce qu'il n'est pas très très long, mais des camping-cars qui vont avoir 1,50 m à l'arrière de porte-à-faux. Et là, quand tu prends un virage, un Ouais. rond-point, il faut le négocier, le bordel, quoi. Et ça, il faut le prendre en main. Donc au début, voilà, quand on a décidé de se séparer, que moi j'aurais Gary et que Mathias aurait un autre camping-car, donc au début, j'ai conduit avec lui, il m'a montré et tout, comment faire, regarder où les rétros. Et puis bon, maintenant, Gary, je passe partout. Tu vois, ce matin, je me suis embarquée dans une rue à la con, je peux un peu passer, j'ai dû faire marche arrière, caméra à la con. Bon, ça passe quoi. À force, de toute façon. Et puis, t'as pas le choix. En Irlande, pareil, la dernière fois, je me suis un peu fait peur parce que je m'étais embarquée sur un petit port. Je me suis dit, tiens, si en bas, je peux pas faire demi-tour, je suis dans la merde. J'ai pu faire demi-tour comme je pouvais, mais ouais, à ça de la falaise, à ça de l'autre Oh côté là du mur, là. c'est de la négociation. On apprend à être zen au volant.
Vraiment, hein. Tu m'étonnes. Mais ça passe, ça passe. Puis bon, moi, j'ai pas trop peur de l'abîmer non plus, hein. Il y a ça aussi, je suis pas hyper matérialiste. Non, mais c'est quand même ton moyen Ouais, mais de... je sais qu'il y en a, ils veulent pas passer dans des endroits où ça risque de frotter sur les fenêtres, ou des fois il y a des branches basses qui peuvent frotter. Moi, j'ai mes panneaux solaires là-haut, voilà, ou pas trop frotter pour le bas de caisse et tout. Bon. Si je faisais ça, j'aurais pas fait l'Écosse, j'aurais pas fait le Pays de Galles, j'aurais pas fait l'Irlande, parce que c'est des vieux pays avec plein de ruelles, plein d'accès. Moi, et c'est pour ça que je ne vais pas changer de véhicule, parce qu'un véhicule plus gros m'empêche de faire des paysages sympas, quoi. Donc, Ah, puis tu t'es habitué. ouais, on s'habitue, et puis t'es jamais en danger vraiment, quoi. C'est emmerdant, Mm. c'est galère, on s'est déjà retrouvé vraiment dans des situations à la con, bloqué, embourbé, en bord de Ah falaise. oui, j'avais vu ta photo. Ouais, ouais, il y a des fois où tu peux te faire flipper, quoi. Mais là, si t'es pas en capacité de te démerder tout seul, bah, tu prends un téléphone, tu vas chercher les flics, les pompiers, voilà. Nous, ça nous est déjà arrivé d'aller chercher des paysans pour nous faire déloger parce qu'on était embourbés, d'aller appeler la mairie, savoir s'ils avaient un service pour nous aider. En Italie, c'est ce qui s'est passé. Donc après, ouais, c'est vachement aussi de se dire, bah, j'ai des ressources et si j'ai pas mes ressources à moi, bah, je vais en chercher ailleurs, quoi. Parce que tu peux pas rester là bloqué. Mais bon, au final, ça fait des souvenirs, quoi. Ah bah oui, mais comme toutes les galères en général, hein. Quelques années après, on en rit. Ouais, on en rit. Et puis tant qu'il n'y a pas de danger, quoi. En fait, il y a ça aussi. Puis je pense que Oui, quand c'est tu es dans ça. une merde pas possible, ton cerveau, il va faire en sorte de faire ce qu'il faut. Justement, en parlant de cerveau, est-ce que tu as remarqué peut-être un impact sur ta charge mentale? Est-ce que ça a diminué? Est-ce que c'est différent? Dans quel sens? Le fait d'être toute seule avec mes enfants, tu veux dire, par rapport à avant ou... Depuis que tu es nomade, officiellement, enfin à temps plein, quoi. La charge mentale, je pense qu'elle est différente. Parce que déjà, il n'y a que celle qu'on s'impose. Comme je disais, tu as beaucoup moins de trucs extérieurs qui viennent polluer. Moi, je pense que pour ça, c'est nettement mieux. Parce que moi, je pouvais vite mettre de la pression par rapport aux obligations que je pouvais avoir dans les trucs associatifs que je pouvais faire, par rapport aux amis, par rapport aux demandes que je pouvais avoir, par rapport à l'organisation familiale, par rapport à mes enfants, par rapport à mon travail. Moi, longtemps, j'ai accueilli des enfants atypiques à mon domicile, que des familles en instruction en famille avec des enfants problématiques. Et ça, bah, au final, c'est une grosse responsabilité. Je pense qu'on les cherche se déplace et qu'on relativise beaucoup plus. Il y a ça aussi. C'est que finalement, bah, les problèmes, il y a rarement des gros problèmes, quoi. Tu vois, genre, j'ai pas de réseau. Bah, j'ai pas de réseau, point. Ça s'arrête à ça. De toute façon, je ne pourrais rien pouvoir faire sauf peut-être bouger. Bah, Je peux c'est ça. bouger si j'ai envie. Mais voilà, je dis moi à mes clients, j'en ai toujours. On ne fait pas des métiers où il y a danger, où il y a mort d'homme. Si l'article que je dois te livrer, je le livrerai 24 heures plus tard, peut-être que ça arrivera. Parce que, voilà. Donc en fait, il y a tout un côté où on remet les choses un peu à leur place, quoi. Toi, ça peut être aussi con d'avoir super mal dormi parce qu'il y a eu une nuit de tempête, le camping-car il a tangué dans tous les sens, la pluie battante et tout. Et là, tu penserais à un truc, la sécurité. Donc là, tu vas te déplacer à un endroit bien particulier et tout, en pleine nuit et tout. Ça peut être stressant, mais au final, tu le gères parce Oui, que c'est pas non plus tous les jours. ouais, c'est pas non plus tous les jours. Et à côté de ça, bah, c'est cool. Si t'as pas envie de bouger pendant 4 jours, bah, tu bouges pas pendant 4 jours. Il n'y a plus les pressions. Voilà. Bon, moi, j'aime déteste faire les courses alimentaires. C'est un truc que j'ai jamais aimé. Bah, quand j'ai pu, bah, j'ai plus. Si je suis toute seule, alors n'en parlons pas. Mais avec mes enfants, ils le savent. Il y a plein de trucs. Bah, il y a pas, on attendra. On a toujours des trucs à manger, en fait. Il y a ça. C'est que je vais pas me déplacer exprès pour aller faire un truc comme quand on était sédentaire, parce qu'on a des habitudes d'aller faire les courses tous les jours au même endroit. On a des petites habitudes, en fait, et nos habitudes nous enferment. Alors que là, moi, j'ai plus d'habitude par rapport à. Je vais faire mes courses où je peux. Quand il y a des trucs. Voilà, moi, je fais jamais une course au même endroit. Donc, j'ai jamais d'habitude alimentaire. Et rien que ça, c'est une liberté pour moi. Pour certains, c'est stressant de ne pas avoir la même marque. Je sais que moi, j'ai des enfants que j'accueillais. Ils voulaient le même type de ketchup, les mêmes types de pâtes, tout ça. C'était un peu comme des tocs, tu vois. Mais quand tu es nomade, tout ça, déjà quand tu es à l'étranger, bah, alors, tu trouves autre chose Ah à bah manger. oui, là. Tu t'habitues à autre chose. Et quand tu es nomade, tu peux pas avoir ces repères-là. En fait, donc, moi, c'est pas une charge mentale parce que je trouve ça fun, mais je pense que pour certains, ça pourrait être un peu stressant, un peu angoissant, de dire, bah tiens, j'ai l'habitude d'aller faire mes courses à Carrefour, là, il y a que des Intermarchés, ou là, il y a que des Aldi, ou là, il n'y a rien du tout aux alentours de 40 bornes. Et il faut pas croire, mais il y a plein d'endroits en France où c'est des déserts commerciaux. Et du coup, si tu n'as pas un petit peu d'avance et tout, genre, moi, c'est très con. Moi, je prends beaucoup de lait végétaux, et là, j'en avais plus.
Et j'en trouve, moi, ça me saoulait de faire les courses et je suis restée 15 jours sans aller faire de courses pour aller trouver du lait végétal. Bah, j'ai pris mon thé sans lait et voilà. Tu vois, c'est pas chiant, c'est pas compliqué. Mais je sais que pour certains, ces petits trucs-là au quotidien, voilà. Comme faire des lessives, bah, il faut avoir un stock de fringues conséquent, par exemple. Hein, parce que moi, je ne vais pas faire la lessive non plus tous les 4 matins. Et quand je fais, c'est une journée lessive entière. Parce que là, je vais faire du 18 Ah kilos oui. d'un coup. Donc la charge mentale, elle est déplacée. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'habitude, comme quand on a une maison à ranger tous les jours, à passer l'aspirateur, à vider le lave-vaisselle, emmener les enfants à l'école, le boulot et tout ça. Le quotidien, ce quotidien-là, je ne l'ai pas, j'ai autre chose. Et moi, je le gère de manière sans que ça me coûte. Mais ça, je pense que c'est vraiment très personnel. Je sais qu'il y a d'autres nomades qui ont bien des habitudes, qui veulent avoir le même type de produit tout le temps, voilà, qui aiment bien aller faire les courses au même magasin ou qui allouent des journées bien spécifiques aussi aux tâches. Moi, non. Parce que moi, j'arrive à gérer aussi le côté j'ai pas, quoi. Et pour une dernière question pratique, au niveau du coût mensuel, que t'as pas le loyer, Ah ouais. t'as pas certaines charges que t'as dans Ah ben, la vie sédentaire, elle coûte beaucoup plus cher que la Ouais. vie nomade. Moi, j'ai pas de problème pour parler argent, parce que le métier, je suis conseillère en équilibre social et familial. Donc le budget, c'est un truc, voilà, pareil, faut s'attendre. Non, mais c'est important d'en Mais parler. ouais, complètement. Tout le monde dit, ouais, mais ça dépend de tes dépenses et tout, ça dépend de ton mode de vie. On est d'accord, mais de base, moi, pour prendre un exemple, quand j'étais sédentaire, j'avais une maison, j'étais propriétaire, donc j'avais pas de crédit, j'avais pas de loyer. Mais rien que les frais fixes, hein, les poubelles, Internet, impôts fonciers, impôts locaux, rien que les frais fixes, c'était 700 euros. Bah, 700 euros, je dépense pas ça par mois quand je suis nomade. Parce que concrètement, en frais, j'ai l'essence. Et l'essence va dépendre énormément de si tu roules beaucoup ou pas. Et moi, je roule pas comme une malade, quoi. Moi, j'ai des potes, moi, qui tracent, qui vont faire l'Europe en 4 mois. Ouais. Moi, je fais pas ça. Donc ça, voilà, ça c'est un vrai budget, mais ça dépend vraiment de comment. Tu peux être nomade et pas avoir un budget d'essence énorme. Si tu vas vraiment l'escargot, tout doucement. Il y a le budget bouffe, et ça dépend de tes habitudes alimentaires. Donc ça, il va pas changer. Sauf si tu veux continuer à manger comme tu as l'habitude de manger, même quand tu es dans un pays étranger. Là, tu vas exploser ton budget. En Espagne, tu bouffes comme en Espagne. En Angleterre, tu bouffes comme en Angleterre. En Italie, voilà. Déjà parce que je trouve que c'est sympa. Et parce que si tu veux des produits aussi français purs, tu vas les payer forcément plus cher. Donc la bouffe, ça dépend énormément du pays. Sachant que la France est le pays pour l'instant le plus cher d'Europe en termes de bouffe. Tout ce que j'ai fait. Ah Hein. ouais? Devant l'Angleterre, parce qu'en fait l'Angleterre, tous les pays anglo-saxons, ils ont les reduced to clear. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de prix dégressifs toute la journée parce que les produits vont se périmer. Ou le jour ou le lendemain. Mais ça va jusqu'à 90% par exemple. Hein. Donc, ce n'est pas en France où les 30 ou 50%. Et ça, il y en a dans tous les magasins et beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut trouver dans les magasins français. Et ça fait des années. Hein. En France, on s'y met là, il y en a de plus en plus. Bah, en France, c'est encore dur, hein. Ouais, c'est encore dur, il y en a encore. Mais en Angleterre, ça fait des années, voilà, plus de 10 ans qu'on va en Angleterre et il y en a toujours eu. L'Espagne aussi coûte beaucoup moins cher, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, c'est peut-être pareil. Donc le budget bouffe, ça, il va dépendre vraiment de nos habitudes. Le budget eau, moi, j'ai pas de budget d'eau. J'ai aucune facture d'eau, d'électricité, mais j'ai investi. C'est-à-dire que j'ai des panneaux solaires sur le toit et j'ai une batterie lithium qui me permet d'être autonome, de brancher tous les ordinateurs que j'ai, parce que j'ai le mien, mais je suis de mes enfants, la télé, les téléphones, les liseuses. Donc ça a un coût, pas au départ. Gary n'était pas comme ça au départ. C'est parce que petit à petit, on a eu des besoins et qu'on a transformé Gary pour qu'il corresponde à nos besoins. Et ça, j'ai commencé à écrire un e-book justement sur quel camping-car je veux et quel matériel. Et ça dépend énormément de l'utilisation qu'on va en avoir. Donc avant, moi, j'avais pas besoin d'avoir de panneaux solaires ni une batterie lithium. Pour l'usage que j'en avais, j'avais pas besoin. Maintenant, oui. Donc pas d'eau, parce que l'eau, c'est dans les sources, dans les aires de camping-car, dans les cimetières, des fois les fontaines, ou rarement quand je vais dans des campings et que je dois payer. Ou vraiment, si je vais dans un camping, ça m'est arrivé là en Irlande parce que j'ai un problème de batterie, ma batterie ne rechargeait plus, il fallait que je la branche vraiment sur du 220. Du coup, je suis allée en camping, donc là, j'en ai profité pour remplir l'eau. Mais sinon, on n'a pas plus de frais que ça. Le gaz, si on a du gaz, mais moi, j'ai plus de bouteilles classiques, j'ai des bouteilles rechargeables que j'ai achetées en Angleterre parce qu'elles sont internationales. C'est-à-dire que j'ai tous les embouts, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays d'Europe a des bouteilles de gaz différentes.
Donc quand tu pars 3 semaines, ça va. Quand tu commences à partir de 3 mois, ta bouteille de gaz, tu sais que tu vas devoir l'abandonner quelque part et en racheter une autre. Et ça, c'était très con. Donc nous, on commençait à calculer. Du coup, j'ai investi dans 2 bouteilles de gaz rechargeables. Et du coup, c'est aussi beaucoup moins cher parce que j'ai dans une borne GPL. Je remplis ma bouteille de gaz et je paye beaucoup moins cher en plus. C'était un coût au départ, mais voilà, ma bouteille, elle a été rentabilisée très très vite, quoi. Donc après, c'est toutes les activités. Ça, c'est sûr, si tu vas aller au resto, si tu veux faire des sorties, des visites, ça coûte. Ouais, mais globalement, tout ça, tu le fais de toute façon Ouais, dans la vie sédentaire aussi. oui, voilà. Après, on a plus de possibilités parce que bon, on bouge et qu'il y a plus d'opportunités qui s'offrent à nous. Et que des fois, on a envie aussi de profiter parce que c'est peut-être un endroit qu'on ne retournera pas et tout. Donc ça, c'est à calculer. Mais de manière générale, les nomades dépensent, ont besoin de beaucoup, beaucoup moins d'argent au quotidien. Même en plus, c'est très con, mais c'est aussi en termes d'affaires matérielles. T'as pas la place, t'as pas l'espace nécessaire pour accumuler des conneries. Ben, t'achètes pas de conneries. C'est aussi con que ça. Moi, à chaque achat que je fais, je réfléchis où je vais le mettre. Où est-ce qu'il va aller? Est-ce que j'en ai une utilité? Parce que si j'ai pas de place pour le stocker, c'est un problème. Même les bouquins, par exemple, moi je suis très très livre hein, quand même. On en achète aussi beaucoup d'occasions, on fait tourner beaucoup avec des boîtes à livres et tout, parce que on peut pas se permettre d'avoir. Et pareil, tu as plein de bouquins en ligne que tu peux trouver. Moi, je suis très dans le côté illégal pour plein de trucs parce que je télécharge beaucoup. Tout ce qui avait de films aussi. Moi, j'ai pas de Netflix, j'ai pas Amazon Prime et tous les soirs on mate un film hein, ou une série et tout ça parce qu'on est très. C'est un moment en famille important pour nous, quoi. Donc, ouais, tes dépenses, elles sont autres, quoi. Moi, j'ai mon portable, ouais, l'eau, oui, encore, je la paye jamais, mais l'électricité non plus. Donc, pas non plus de frais de poubelle. Mais après, les poubelles, il faut les gérer. En France, il n'y a pas de souci. Mais il y a des pays, ils ne sont pas aussi adaptés en poubelle publique. En Irlande, par exemple, j'ai été hyper étonnée, pas de poubelle publique, nulle part. Ça Et n'existe comment pas. tu fais alors? Alors en fait, quand on allait des fois sur des pubs, on leur demandait si on pouvait utiliser leur poubelle sur les parkings de pubs. Souvent, ils acceptent en plus, hein, c'est ça. Surtout quand on demande. Des fois, malheureusement, j'utilisais des poubelles de particuliers en bord de route que je voyais, on checkait. Hein. Après, sur la fin seulement du voyage, j'ai tilté tout ce qui est McDo, KFC, tout ça, qui font de la bouffe à emporter. Eux, ils sont obligés d'avoir des poubelles extérieures parce qu'ils font du drive. Du coup, eux, ils avaient des poubelles. Mais comme c'est des endroits où j'allais jamais, j'avais jamais tilté. Il n'y a qu'à la fin que j'ai vu. Mais voilà. Donc, et après, de toute façon, ça aussi, on fait vachement plus gaffe aux poubelles. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays dans le centre commercial où tu peux déjà enlever tous tes cartons, tous les plastiques inutiles, soit tu peux déjà t'en débarrasser. Ils ont des grands bacs où ils récupèrent. Ça, en France, on n'a pas. On a des progrès à faire encore. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis tu réfléchis aussi du coup à ce que tu vas acheter. Moi c'est très con, hein, mais des fois, ouais, je dis, ah putain, fais chier, c'est hyper emballé. Toi, le paquet de gâteaux, il va être dans un paquet carton, et après, chaque gâteau va être emballé individuellement. Tout ça, ça me fait des poubelles en plus, t'achètes pas et tout. Donc il y a aussi un côté écologique qui vient malgré toi, parce que tes poubelles, tu peux pas les stocker pendant 1000 ans. Moi, j'ai un petit truc pour les poubelles, et encore, nous, on trie. Hein. J'ai une poubelle pour les déchets classiques, et une poubelle que j'ai mis pour les verres et les cartons. Mais je sais qu'il y en a plein qui s'emmerdent pas avec ça parce que c'est juste pas, ils ont ou pas la place ou que c'est pas possible. Du coup, tu vides assez souvent tes poubelles, quoi. Ou dès que tu checkes, en France, on a des poubelles partout, sur les bords de route, on a des grands containers aussi un peu partout en ville. Donc en France, on n'est jamais emmerdé. Il y a certains pays qui sont un peu plus compliqués. Le Portugal aussi, à l'époque, ça avait été compliqué. Mais ça fait partie, voilà. Après, c'est un jeu avec les enfants. Hein. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de trouver des poubelles. Voilà. C'est pas sur la route. Pour mieux qu'il verra une poubelle pour débarrasser. Donc ouais, le budget, ouais, c'est pour ça qu'il y a. Après, il y a le camping-car lui-même qui est un budget, hein, parce que voilà. Après, l'entretien du camping-car, il y a des réparations à faire. Et après, tu peux aussi apprendre à les faire. Moi, les freins, bon, c'est pas moi qui les fais, hein, c'est Mathias, mais il fait les freins, il fait les vidanges. Moi, j'ai un pote qui est garagiste, donc c'est lui qui s'occupe de Gary. Et quand je passe le voir, il me fait un check-up complet parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais pour plein de trucs, tu apprends à te démerder. Moi, j'ai eu un problème avec ma batterie et mes toits et mes panneaux solaires cet hiver. Je suis montée sur le toit, j'ai bidouillé. Tu regardes des tutos YouTube, tu demandes aux communautés nomades. Après, il y en a qui vont dans des garages et tout, sauf que il y a beaucoup de garages qui savent pas aussi plein de trucs techniques des camping-cars, c'est pas leur domaine. Et les grands groupes de camping-cars, ceux qui vendent des camping-cars et tout, moi je les apprécie pas parce que c'est un peu des gros escrocs en fait. Ils vont te vendre des trucs, ils vont t'installer, te faire installer un frigo par exemple. Moi j'ai changé mon frigo il y a 2 ans, on l'a fait nous-mêmes.
Mais eux, ils vont te demander 1500 balles une installation de frigo. Je trouve que c'est grave. Hein, alors que c'est pas très con. Tu as des tutos, tu réfléchis, tu Ouais. apprends en fait plein de choses. Tu apprends comment ça fonctionne, hein, un frigo Trigmix, parce qu'il marche sur gaz, sur électricité et sur 220 volts. Quoi. Il marche sur 3 trucs différents, donc il y a des entrées. Mais bon. Les trois en même temps ou tu choisis? En fait, je choisis quand je suis à l'arrêt, il est en gaz. Quand Ah je oui, roule, il d'accord. passe sur la batterie porteur. Et quand je suis branchée sur du 220, il passe en 220. D'accord. Et niveau maintenant plus émotionnel, relation, est-ce que tu as des moments plus de fatigue, de doute ou de solitude et comment tu les gères? Doute, non. Moi, c'est vraiment un choix pleinement assumé, pleinement. Et quand on fait du pet sitting, par exemple, on va régulièrement en maison. Et au minimum, on fait 3 semaines. Parce que l'intérêt, voilà, c'est. Voilà. Et au bout de 3 semaines, de toute façon, j'en ai marre. J'en ai marre d'être sédentaire. Donc, régulièrement, j'ai ce petit rappel que non, je suis mieux sur la route. Je suis vraiment mieux avec cette aventure du quotidien. Après, la solitude, moi, de manière générale, je suis assez solitaire. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on me foute la paix. Si je vois personne pendant des jours, des semaines, pas des semaines, mais ouais, je pourrais vite être coupée comme ça du monde, dans ma bulle, ça me poserait pas de soucis. Et je pense que pour moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je suis contente d'avoir avec mes enfants ou d'avoir des obligations sociales par le travail, parce que sinon, je pourrais être assez misanthrope, tu vois. Donc moi, je souffre pas de ça, mais je sais que d'autres nomades en souffrent. Parce que eux, ils ont envie d'être au contact. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein de nomades aussi qui sont comme ça, qui adorent se retrouver en grand regroupement et tout. Donc, la solitude, quand tu es nomade, elle peut vite être cassée. Mais ça va pas être des rencontres de long terme. Sauf il y en a qui voyagent, ça se fait de beaucoup en plus. Il y a des convois comme ça de nomades, 3-4 camping-cars, 3-4 familles qui au départ ne se connaissent pas forcément, mais qui décident de partir en voyage comme ça. Moi, on m'a déjà demandé, par exemple, c'est pas du tout mon kiff. Non. J'aime pas ça. Même le co-living, par exemple, je sais qu'il y a des communautés nomades qui se retrouvent pour quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois au même endroit, qui partagent donc un vrai habitat de vie, et qui chacun se déplace comme il veut, chacun bosse s'il a besoin et tout. Et c'est ouvert, et ça va, ça vient. Un peu comme des écolieux et trucs comme ça. Moi, j'en ai fait quelques-uns, pareil, c'est pas mon kiff. Pour ça, moi, la solitude, je pense qu'on peut vite la braver, en fait, si c'est un problème. Si on a besoin d'être avec d'autres personnes, nomades et tout. Après, moi, c'est pas du tout ce que je recherche, justement. Je vois pas l'intérêt de partir à l'étranger, de me retrouver avec des personnes qui sont comme moi, entre guillemets. Souvent, en plus, qui vont être de la même nationalité que moi. Je préfère rencontrer des locaux, même si ça va être du ponctuel. On peut passer une très bon moment avec des gens qu'on reverra peut-être jamais de notre vie, quoi. Et moi, c'est ce que je préfère. En fait, les rencontres comme ça, impromptues. Et puis certains deviennent vraiment des amis au long cours. Malgré le fait Oui, qu'on quand soit même. nomade. Ouais. Moi, j'ai des gens qui sont maintenant près de Strasbourg. Je les ai rencontrés parce que mes enfants allaient en colonie de vacances là-bas. Et c'est grâce à mon chat. Parce qu'ils étaient hyper étonnés de voir Obscurité. Ils avaient un petit garçon qui avait été tout de suite voir le chat et tout. On a passé 2 heures à discuter sur le parking. Et Yaya, il s'appelle. Et il me dit, bah, vous faites quoi demain? Je dis, bah, nous, on est là. Il dit, bah, passez à la maison. On fera l'apéro, on mangera ensemble. Et voilà. Et du coup, à chaque fois, tous les ans, quand je vais à Strasbourg, ben, je vais les voir. Alors qu'on n'a rien en commun. Je précise qu'Obscurité, c'est ton chat, parce que tu l'as pas Ah oui, précisé. Obscurité, oui, c'est mon chat. Mais en Irlande aussi, comme ça, on a fait du pet sitting. Donc, on a très peu vu les propriétaires parce que le but du jeu, c'est qu'ils partent. Donc, on les a vus un peu avant, qu'ils nous expliquent la maison et tout, un peu à leur retour. Et maintenant, on est resté en contact, en fait. Parce que c'est des personnes avec qui on a bien échangé, on a eu un bon feeling. Le pet sitting amène plus de liens, en fait. Ouais, nous, pareil, là, j'étais retournée près de Lyon. C'est pareil, j'avais fait du pet sitting il y a 2 ans. Et là, je repasse dans la région, donc je suis allée les voir. Et on a passé une semaine super avec eux, avec leurs voisins qu'on avait aussi rencontrés. Donc maintenant, c'est devenu des amis. Et quand ils ont besoin de pet sitting, ils refont appel à nous. Et si on est dispo, c'est avec plaisir, quoi. Donc après, c'est d'autres liens qui se créent sur d'autres formes, d'autres... Et puis des personnes avec qui j'aurais peut-être jamais rencontré parce que on n'a rien en commun au départ. Ils sont pas nomades et c'est pour ça que j'ai pas envie forcément d'être avec que des nomades. Parce que je pense qu'on peut vite aussi s'enfermer dans notre mode de pensée, dans notre fonctionnement. Et je pense qu'on peut vite aussi être décalé de la société. Déjà qu'on l'est forcément. Et moi, ça, c'est un truc aussi, j'ai pas envie d'être non plus trop en dehors parce qu'après on perd vite les codes, on perd vite et la compréhension et l'échange. Donc, et puis même pour mes enfants, c'est aussi important qu'ils voient que
plein de façons de faire, plein de façons différentes de vivre. Même si dans les nomades, il y a tout un tas de personnes différentes, tout un tas de fonctionnements différents. Il y a pas, je pense, une seule famille nomade qui fonctionne de la même manière, quoi. Et tes enfants, ils se sentent comment par rapport à ça? Je veux dire, ils veulent construire leur vie de la même façon? Ou est-ce que tu sens qu'il y a des différences? En fait, ma fille, elle a 17 ans et demi maintenant. Donc l'année prochaine, elle voulait continuer ses études. Et je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Je dis, mais va falloir réfléchir à école en distance ou en sédentarité. Parce que du coup, c'est une vraie réflexion. Parce qu'effectivement, il y a le côté, ouais, quand on est sédentaire, on peut avoir vraiment des amis, surtout quand on est étudiant, avoir sa vie à soi, hein, voilà, avoir ses habitudes et tout. Mais elle va se couper de toute la richesse du voyage, le fait d'être aussi avec nous, parce que c'est pas parce qu'elle va être sédentaire que moi je vais le devenir, ou puis même pour mon fils, c'est Oui. pas très cool. Donc elle a opté pour une école en distanciel, avec des cours en physique, mais avec une grande liberté. Donc déjà, ça c'est cool pour elle. Mais je pense qu'ils ne sont pas encore à se voir, à se projeter. En plus, déjà, ils ne savent pas forcément s'ils veulent vivre en France ou pas. Donc il y a ça aussi, c'est que quand on a découvert aussi des choses comme ça, on se dit, ouais, j'aime bien là, mais j'aime bien là, mais j'aime bien là. Et c'est très con, mais je sais que s'ils veulent des enfants, l'instruction en famille en France est telle. Et puis, ils n'imaginent pas leurs enfants à l'école. Ils ne connaissent même pas l'école. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a trop de paramètres qu'ils ignorent sur ce qu'est une vie sédentaire, avec tout ce que ça implique, pour se dire, je vais faire ce choix-là. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils seront peut-être obligés d'y passer, mais actuellement, ils ne sont pas à se projeter là-dedans. Là, elle a comme des projets, ma fille, parce qu'elle veut passer son BAFA, donc bosser pendant les vacances scolaires, avoir un petit van à elle, vadrouiller et tout. Donc, voilà, elle a quand même déjà une vision de ce qu'elle veut. Donc, pouvoir un peu avoir son autonomie, pouvoir aller aussi avec moi ou avec son père si elle a envie. Mais je pense que ce sera pas pareil, les opportunités de la vie qui feront peut-être qu'à un moment donné, elle voudra se poser, si elle rencontre quelqu'un par exemple, ou si juste elle en a marre, ou pour le boulot. En fait, j'en sais rien. Parce que je crois qu'ils sont pas. Mais actuellement, en tout cas, il n'y a pas de... Non. Il y a eu une envie, je te dis, c'était en 2021-2022, de vraiment avoir plus de contacts. Voilà. Il y avait un côté vraiment pleine adolescence où elle avait envie de rencontrer des jeunes, autres que ceux qu'elle connaissait déjà, et autres qui avaient une vie hors norme. Parce qu'il y avait, ils vont tout le temps en colo. Quand elle allait en colo, à la fin, elle disait même plus qu'elle faisait l'instruction en famille, elle disait même plus qu'elle était nomade. Parce que d'entrée de jeu, on était un peu catalogué, ça la saoulait. Donc on est resté vraiment en France et on a fait des trucs, c'était des colonies de vacances à chaque vacances, des centres aérés, centres de loisirs, avec tout un tas de jeunes très différents et tout pour voir un peu comment elle se sentait par rapport à ces jeunes-là, où était sa place, partager des choses avec eux. Ça n'a pas été facile, je ne vais pas mentir, parce qu'il y a un gros décalage qui se crée en fait. Dans ce que elle imagine du monde, elle imagine de sa vie et ce que eux connaissent du monde et connaissent de la vie. Et ça, c'est très dur, très très dur. Et je pense que là, ils sont à un âge où ils comprennent que il y a un écart qui s'est créé et que elle avait été ils étaient au CLAL, non c'est pas CLAL, c'était au réseau à Bourg-en-Bresse. C'était une asso très sympa, hein, vraiment des animateurs géniaux et tout, et avec des enfants un peu à problème. Donc c'était aussi très intéressant d'être confronté à des réalités d'ados en difficulté familiale et tout ça. Donc mais il y avait aucune connaissance, aucune ouverture. Ils connaissaient Bourg-en-Bresse, les gosses, et ils avaient connu que ça. Ils n'étaient jamais sortis, même à Lyon. Et ça, ma fille, elle avait énormément de mal à comprendre en fait qu'on n'ait pas plus d'envie, même pas d'ambition, mais de découvrir le monde. Et ça, je pense qu'il n'y a pas que le nomade, il y a aussi l'instruction en famille, parce que l'instruction en famille, souvent, ça ouvre d'autres choses. Il n'y a pas cet enfermement que l'école fait avec des choses à apprendre, avec une structure, avec un rythme et avec une logique en fait de vie. On va à l'école, on fait ses études, on rencontre quelqu'un, on se marie, on achète une baraque, tout ça. Mes enfants, ils n'ont pas ça, même si moi je l'ai vécu. On vit en boîte, quoi. Ouais. Et des fois, quand elle parlait un peu de ses rêves, un peu de trucs comme ça, elle passait un peu pour pas tout à fait ancrée. Illuminée un peu. Ouais, voilà. Et c'était vraiment une question, mais est-ce que je vais rencontrer des gens comme moi? Et je lui ai dit, il y en a, c'est sûr, mais c'est un peu plus rare, donc il va falloir chercher un peu plus. Suite à ça, on l'a inscrit à Clonlara, qui est un programme américain scolaire. Et c'est quasiment le programme francophone, ou même les autres programmes hormis américains, c'est que pour des familles en distanciel. Donc il y a énormément de nomades.
Parce que là, tu es quand même accompagné. Bah, ton enfant, on va dire, je sais pas, il est passionné par les plantes, il veut faire un herbier. Là-dedans, il y a énormément de compétences qui peuvent rentrer en jeu. Il y aura toute la création artistique de l'herbier. Il y aura tout le travail d'écriture, parce qu'un herbier, il faut bien écrire, c'est joli. Il y aura toute la compétence recherche scientifique, à reconnaître les fleurs, les noms latins, machin. Il y a quand même énormément de compétences qui sont mises en jeu. Une personne qui va juste envie d'avoir fait un herbier, mais qui ne va pas savoir comment valoriser tout ça, elle aura peut-être plus de mal à comprendre le processus qu'il y a derrière. Donc là-dedans, tu vois qu'il n'y a pas d'orthographe, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de... Mais ça rentre dans le français. En mathématiques, ma fille, elle déteste les maths, mais elle fait du cosplay. Donc tout ce qui est technique de fabrication, ça passe par du dessin technique, où il y a énormément de maths. Par exemple, quand elle doit faire sa couture, faire un patron, je peux te dire que c'est que de la géométrie. Hein. Le gabarit aussi de la famille est important à prendre en compte pour le choix du véhicule. Tu prends un van, tu prends un petit ou un camtar, ok, mais il ne faut pas être des gigantors, quoi. Non. C'est pour ça qu'en Allemagne, il y a comme des gens qui sont très très grands, mais ils ont des grands camping-cars, et c'est pas pour rien. Si on a un pays qu'on a envie de faire en particulier, se renseigner un peu avant, oui, comme de la préparation des fois à avoir. Par exemple, le Portugal avant était vachement accessible, maintenant il est beaucoup moins, par exemple. Si on n'est pas au courant, on peut vite être déçu de trouver porte close ou des plages envahies de camping-cars, parce qu'il y a des gros rassemblements, et ça c'est un peu nul. Non, moi je trouve ça nul, donc il y en a qui aiment beaucoup. Ça dépend pour qui. Voilà. Ouais, il y en a qui adorent voilà, les trucs comme ça. S'il y a des rassemblements, c'est qu'il y a des gens Ah oui, qui oui, aiment, il y en a plein. forcément. Et puis il y en a parce que c'est le côté sécurisé aussi. Il y a des personnes, moi je vois très bien, je suis garée à un endroit, je suis toute seule, le camping-car il va se foutre juste à côté de moi. Parce que déjà ils se disent, bon, peut-être qu'on va moins gêner en étant là. Et puis il y a un côté rassurant, quoi. Donc ça c'est entendable et tout. Mais, donc c'est pour ça la vie nomade, il n'y a pas une façon de la faire. Mais en tout cas, il faut bien réfléchir à comment on veut la vivre. Parce que ça peut vite être casse-gueule. Et il n'y a rien de pire en fait que de faire un projet pareil et puis de... Bah, de pire, je sais pas. Au moins, après, tu sais. Ouais, mais après, peut-être qu'on sait pas pourquoi en fait ça a merdé. Hmm, En fait, c'est ça. ouais. On part sur une mauvaise idée et puis parce qu'en fait ça manquait de préparation ou on a insisté parce que voilà, on avait loué le camping-car, on a continué coûte que coûte parce qu'on voulait pas planter les vacances et finalement moi ça m'est arrivé en juillet 2018, on était parti en Espagne faire un festival de musique. Grosse chaleur, plein juillet, du monde partout, ça m'a saoulée, j'étais pas bien. Je dis moi je rentre. Je dis bon, je me casse, je rentre. Je préfère être tranquille chez moi et on est reparti plus tard quoi. Mais parce que nous, on avait cette possibilité-là aussi. Mais ça aurait été intenable parce qu'il faisait chaud, il y avait du monde, les enfants n'arrêtaient pas de se disputer. C'était pas le bon moment, quoi. On avait fait notre festival, on était contents, mais pour faire un long voyage derrière, pour ça, il faut bien savoir s'écouter aussi. Ouais, j'ai envie de dire, c'est une bonne conclusion. Parce que c'est valable dans toute notre vie, en fait, dans tous les domaines de la vie, savoir s'écouter. Voilà, savoir s'écouter. Et malheureusement, on est dans une société où il y a quand même beaucoup d'injonctions à faire comme ci, comme ça. Et la vie nomade, elle reprend un peu ce pouvoir-là. On est moins dans les injonctions sociétales. Ah bah clairement. Mais ça demande un peu plus de courage, ou en tout cas d'envie. C'est vraiment le truc envie, c'est avoir l'envie et pas fantasmer le truc, surtout pas. Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui? Ouais, quand même. Franchement, ce serait abusé de dire que je le suis pas. Le seul truc, moi, qui m'oblige à faire des trucs, c'est pour mon taf. C'est le seul truc où j'ai des responsabilités qui sont extérieures. Mais ça, c'est la conscience professionnelle et c'est le besoin de financement, tout simplement. J'aurais pas besoin de thunes, je travaillerais avec ce que j'ai envie, point. Tu vois, faut pas se mentir non plus. Mais ouais, de manière générale, je suis libre. Mais parce qu'il n'y a pas que la vie nomade, il y a aussi parce que je suis libre avec l'instruction en famille de mes enfants, avec l'éducation que je leur donne, avec plein de choses. Et parce qu'aussi Mathias, mon ex, est complètement d'accord aussi avec mes choix de vie et qu'il a les mêmes. Parce que t'imagines, divorcer, c'est compliqué quand il y en a qui est sur la route et l'autre qui n'y est pas. Donc nous, c'est un divorce en garde alternée nomade, tu vois. Ouais. Donc il y a plein de paramètres qu'il faut mettre en place après, au fur et à mesure en fait. Mais ouais, complètement libre. Libre de dire oui, j'ai envie d'aller là, oui, j'ai pas envie d'aller là. Oui, j'ai envie de dormir, non, j'ai pas envie de dormir, ou envie de rouler, pas rouler. J'ai pas envie d'avoir de réseau, je vais dans un endroit où je serais sûre que je serais même pas dérangée. Il y a pour plein de choses, c'est une totale liberté. Mais bon, ça a un coût. Moi, je l'accepte facilement, d'autres, je sais que c'est un peu plus compliqué. Puis aujourd'hui, c'est ça, je dis pas que ça va continuer, on sait jamais. Hein, je me vois pas devenir sédentaire, mais tu vois, je sais pas quoi. Ça, c'est un truc que je garde en tête toujours, c'est ne jamais dire jamais parce qu'on ne sait pas.
On a beau être persuadé d'un truc Ah, mais à un complètement. moment de sa vie, on ne sait pas 10 ans après si on ne sera pas persuadé du contraire. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, alors en nomade, si tu vis vraiment chaque jour, parce que chaque journée est différente, chaque moment, tu vas savoir, voilà, je sais pas si je reste ce soir-là ou pas. Tu vois, un truc aussi con que ça, je ne sais pas où je dors ce soir. Peut-être que je vais rester là. Il faut que j'étudie un peu le parcours parce que j'ai des trucs, j'ai de la route à faire et que j'ai pas envie de faire une grande traite. Voilà, ça va être aussi con que ça. Je sais pas ce que je fais ce soir. Et ça, c'est assez régulièrement. Je sais pas ce que je fais demain, après-demain. J'ai des grands trucs comme ça, mais T'as pas d'impératif, c'est ça qui est bien aussi. ouais. Hormis ceux qu'on se met nous. Donc, Oui, bah oui, évidemment. Ok. Bah écoute, effectivement, on croit souvent qu'il faut tout plaquer du jour au lendemain pour vivre autrement. On on peut, peut. mais en t'écoutant, on comprend que c'est une série de choix, une série d'ajustements et de permissions surtout qu'on se donne. Ouais. Ouais, s'autoriser à. Exactement. C'est s'autoriser à. Et à se planter aussi. Parce que bon, il y a ça. Hein, c'est que là, ce que je dis là, c'est parce que je me suis plantée avant que je sais que. Voilà, c'est expérience. Voilà. Ne pas avoir peur de faire l'expérience. Ok, je te remercie beaucoup, Mais Diane. merci à toi, Erika. C'était un plaisir de discuter. C'est un sujet qui m'intéresse, donc forcément, je bois tes paroles. On n'est pas obligé d'être nomade et de tout lâcher. On peut aussi garder un petit truc. Ça se fait progressivement ou ça se fait pas. En tout cas, merci de nous dire que c'est possible, Voilà. que c'est Moi, j'en pas suis la facile preuve tous les jours, vivante. mais que c'est possible. Voilà. Si tu as envie de creuser, de suivre son quotidien, d'oser rêver un peu plus, de connaître un peu plus ton accompagnement aussi, parce que toi, tu accompagnes Ouais. Les futurs nomades. des personnes, en tout cas, qui se posent la question, qui s'interrogent. Je mettrai tes liens en dessous de la description. Et comme ça, si vous avez la moindre question, ben, posez-la à Diane, parce que sur LinkedIn, par exemple, tu réponds quand tu réponds, mais tu réponds. Je l'ai dit au mois de juillet, j'ai beaucoup moins bossé que Ouais, prévu. c'est ça. Mais je réponds Ouais. toujours. Et surtout les trucs importants, je réponds. Ouais, c'est hyper intéressant de te suivre. Merci beaucoup. Merci à toi.